Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S903 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 septembre 2024. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour avec le youtubeur Damien Bernal pour cette traditionnelle grande analyse du marché de la photo. Comme l'année dernière, on va commencer par parler du marché au sens large, puis on va entrer dans le détail et passer à la moulinette les principaux constructeurs les uns après les autres. Nous nous sommes entretenus avec Baptiste Soto, le directeur commercial et des achats du groupe de magasins spécialisés Fox, et lui avons demandé son avis sur l'état du marché de la photo en France à la veille de l'ouverture du salon de la photo parisien. On l'écoute. Alors sur le marché de la photo, on sort d'une situation assez particulière puisqu'on a vécu, plusieurs années depuis le covid de situations très pénuriques à cause de problèmes notamment de composantes qui étaient manquants et on s'est retrouvé en 2024 sur une situation un petit peu inattendue puisqu'on voyait revenir la disponibilité et donc on s'est retrouvé avec une année commercialement extrêmement dynamique et sur le cœur des gammes et par contre sur des nouveautés qui sont toujours aussi pénuriques malgré ce qu'on pourrait espérer. Après, c'est plus compliqué sur le marché de la PSC ou du micro 4 tiers à cause du manque d'offres. Aujourd'hui, Canon propose encore des produits en entrée de gamme dans l'univers interchangeable avec le l'EOS 2000D qui est toujours en gamme et l'EOS R100. C'est pas le cas des autres constructeurs qui ont complètement abandonné l'entrée de gamme. On va dire entre 500 et 1200 euros, ce qui est le cœur du marché historique. Et c'est dommage. C'est voilà, c'est un petit peu difficile, mais parce que tout le monde n'a pas 1500 ou 2000 ou 2500 euros à mettre dans son appareil. Alors aujourd'hui, sur les constructeurs, on a des tendances très variables. Sony avait une avance assez conséquente sur le plan technologique, donc je pense qu'ils ont moins eu de pression pour lancer des nouveaux produits et en plus chercher à dynamiser et à pousser leurs gammes actuelles. Et par contre, on fait des gros efforts de développement sur la gamme optique. Parallèlement à ça, on a les deux constructeurs traditionnels réflexes, donc Canon et Nikon, qui ont sorti tous les deux des boîtiers extrêmement percutants, entre le R5 II chez Canon, entre le Z6 III et le Z8 chez Nikon, avec des boîtiers notamment dans l'univers vidéo qui s'améliore, puisque les constructeurs étaient pas forcément au top là-dessus, et là, ils font des très très bons progrès. Et parallèlement, on sait que Nikon avait toujours du retard en vidéo, mais leur achat de RED va changer la donne. Je pense que les ingénieurs n'ont pas encore mixé les compétences, mais on voit qu'il y a un véritable intérêt pour la vidéo qu'il n'y avait pas avant. Et par contre, phénomène incroyable, moi, c'est mes 6e Jeux Olympiques, et c'est la première fois qu'il n'y a pas de nouveau boîtier pro Canon aux Jeux Olympiques. Mais alors, je pense qu'ils n'auraient pas pris le risque d'avoir un boîtier qui soit pas parfait pour les JO parce que ça aurait pu se retourner contre eux de façon très forte. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que Canon veut être sûr d'avoir un produit absolument parfait pour le lancement parce qu'il est question qu'ils sortent vers novembre. Euh, Moi, je trouve ça plutôt rassurant. C'est dommage, ça fait bizarre, mais je trouve ça plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'ils vont nous sortir une machine de guerre qui va être exceptionnelle. Bon, il est toujours très précis, Baptiste, dans ses analyses et ses commentaires. Peut-être pour commencer, je me tourne vers tous les deux, Damien et Benjamin. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué cette année? Évidemment, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va parler de tout ça en profondeur un petit peu plus tard dans notre discussion. Mais voilà, les grandes lignes qui vous ont marqué cette année. Peut-être Damien pour commencer. Moi, j'ai l'impression que c'est une année de transition malgré tout. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des modèles de rupture en fait sur le marché, des choses qui vraiment changeaient complètement le game. Donc, on est sur un marché qui devient mature et sur lequel c'est de plus en plus dur, je pense, d'apporter des innovations qui changent tout. Ah oui, clairement, ouais, je suis d'accord. Oui, il y a un fait qui m'a marqué quand même, c'est le rachat de RED par Nikon, enfin sur la stratégie vidéo. Moi, c'est un truc qu'on n'a pas vu venir du tout. Non, après j'aime bien le clin d'œil parce qu'on n'assimile pas forcément Nikon à une marque proche de la vidéo, mais il faut pas oublier que le tout premier réflexe à l'époque à filmer, c'était un boîtier Nikon, c'était un D90 qui filmait en HD. Bon, je trouve que ce rachat est plutôt intéressant. Ils ont sorti tout récemment un pack de lutte. Donc, il se passe des choses à ce niveau-là. Donc ça, c'est à suivre. Mais je suis assez d'accord sur le côté manque de rupture. On a eu l'Alpha 9.3 et l'obturation
global Pas fin mal, d'année ça, dernière. quand même. Enfin, C'est un fort. truc. Mais derrière, ça suit pas vraiment. On attendait peut-être ça sur un R1 et peut-être qu'il y a une semi-déception qui vient de là, quoi. On a aussi les boîtiers très milieu de gamme, très experts. Le R5 Mark II de Canon, le Z6 III, qui ont des specs absolument folles, je trouve, et qui font vraiment, pour le coup, rêver beaucoup de photographes et beaucoup de vidéastes. Ah oui, enfin, le R5 Mark II, finalement, c'est le boîtier qui vole la vedette au R1, quoi. Je sais pas si tu seras d'accord, Damien, mais enfin, je trouve que c'est peut-être quelque part, c'est attendu. Enfin, c'est un boîtier qui reste une valeur sûre chez Canon, mais il a une polyvalence aujourd'hui. Enfin, pour avoir eu la chance de le tester en avant-première aussi à Munich et sur des sports collectifs, etc., avoir un boîtier aussi riche en pixels, aussi véloce, aussi réactif, enfin là, on tient un boîtier assez extraordinaire, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est le boîtier le plus abouti pour l'instant qui existe sur le marché de la photo. Bon, ce qui est normal, hein, c'est des cycles, c'est le dernier sorti, mais c'est vrai qu'ils ont tout mis dedans sans rien en garder jusqu'à effectivement faire de l'ombre au R1, quoi. Ouais, c'est ça. Puis je vous rappelle, messieurs, que l'année dernière, à la même période, on avait énormément râlé sur le fait qu'il n'y avait pas encore de constructeurs d'optique capables d'utiliser légalement, on va dire, la monture Canon RF. Bon, ça y est, elles sont arrivées, hein, les premières optiques compatibles en Canon RF. Bon, on n'y est pas encore, hein, ça reste que de la PSC pour le moment, mais ça y est, la porte s'est enfin ouverte. Entrouverte, on va dire. Entrouverte, ouais. Non, mais c'est une bonne nouvelle pour les canonistes, en tout cas. Surtout que la gamme Sigma, en l'occurrence, est de super qualité. Donc, ça reste une bonne nouvelle, mais c'était attendu. Et Damien, on a la tendance des compacts experts hein, qui s'est confirmée une fois de plus encore cette année. Évidemment, avec l'arrivée du X106, mais pas que, parce que finalement, on voit que les Ricoh GR et Leica, qui continuent avec sa série des Q3, sont toujours des boîtiers extrêmement désirables, qui plaisent beaucoup, qui marchent bien en somme, quoi. Ouais, moi j'avoue que c'était un marché pas que j'ignorais, mais dont j'avais pas mesuré le succès avant de travailler avec IPLN. Et effectivement, c'est des boîtiers qui sont quasiment introuvables dans le commerce, qui ont vraiment une clientèle fidèle. Et même le Ricoh GR3, hein, moi, c'est une de mes vidéos les plus vues de l'année. J'y suis allé, sincèrement, je le dis honnêtement, un peu à reculons pour tester un appareil qui me semblait pas du tout dans l'air du temps. Et c'est une de mes vidéos les plus vues de l'année, un succès commercial incroyable et un super produit. Et c'est vrai qu'on n'en fait plus des compacts comme ça maintenant. Ah, tu me fais plaisir. Je pense que c'est un marché... Ouais, on n'en fait plus. Et je pense que c'est un marché que Canon, Nikon et Sony ont fait l'erreur de sous-estimer. D'abandonner. De sous-estimer, et effectivement pour Sony en tout cas de l'abandonner, puisque les RX1 R Mark II aussi étaient de superbes compacts experts, très prometteurs. Et quand on voit le succès des Leica Q, des Ricoh GR qui se sont engouffrés aussi dans le succès du X106 qui n'était pas livré à un certain moment, et certains échos qu'on a pu avoir auprès de revendeurs, ça a pu profiter au GR. Donc moi je trouve ça chouette, et anachronique, le GR il est totalement, c'est un boîtier qui en fait n'évolue plus depuis 2019, ou du moins à coup de petites mises à jour. Et puis là, les déclinaisons, elles sont un peu cheloues, quoi, avec ces espèces de filtres de diffusion, là. Non, mais en gros, c'est marrant, c'est vraiment un truc qui est plus du tout révolutionnaire, qui est absolument pas dans l'air du temps, mais voilà, faut l'essayer. Et comme disait tout à l'heure Lilian, il faut aller en magasin, essayez-le. Et Pentax, rapidement, un petit mot sur Pentax, qui a toujours une stratégie... on va dire à côté hein, des tendances du moment. Dernier constructeur a proposé évidemment des réflexes, et qui là, cette année, s'est offert un boîtier argentique demi-format plutôt orienté haut de gamme. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? T'as de quoi développer des pellicules, Damien? Non, pas du tout. Je ne le connais pas. Ouais. Moi, j'ai pas mis la main dessus. Tout ce que j'en ai lu, ça a l'air d'être un petit objet bien sympathique, bien fini, mais quand même cher. Je sais pas trop quoi penser de ce produit-là, quoi. Mais c'est en tout cas Ricoh a surpris là. Mais surfe sur une vague aussi, hein, la vague de l'argentique auprès des jeunes. Est-ce que ça va donner quelque chose? On verra. Moi, j'attends un GR3 monochrome. Tu vois,
Ah, C'est ça que Ouais, mais j'attendais attends, on n'est cette pas, année. on n'est pas C'est dans pas de Madame l'argent. Irma là. Tu on vas trop vite. anticipe un petit peu. Non, mais Ouais, genre, pour le coup, sur la série des monochromes, on attend aussi la déclinaison du Q3 en monochrome qui devrait tout naturellement arriver incessamment sous peu. Bref, on reviendra là-dessus en fin d'émission. Voilà pour ce début d'analyse en ce qui concerne les boîtiers. Et on va parler aussi un peu naturellement des optiques, puisque l'ensemble des constructeurs n'a une fois de plus pas chômé cette année, toujours continué à développer les gammes. On a vu arriver les premières optiques compatibles en monture Canon RF, le développement des optiques compatibles en monture Nikon Z, l'arrivée d'optiques emblématiques de seconde génération et l'arrivée d'optiques très innovantes. Mais moi, ce qui m'a particulièrement intéressé cette année, c'est l'arrivée massive de constructeurs asiatiques d'optiques compatibles avec des modèles ultra modernes équipés d'autofocus qui offrent désormais une réelle alternative aux utilisateurs. Nous avons contacté Ronnie Studien de la boutique ipln.fr pour lui demander son point de vue sur cette nouvelle tendance. On l'écoute. C'est déroutant parce que tous les codes sont un peu cassés. On parle de Viltrox, par exemple, qui a ces séries en ouverture 1.4 ou 1.2 qui sont excellentes. On la voit les déclinaisons chez Fuji, par exemple, ou chez Sony qui marchent excessivement bien. On a de très bons retours consommateurs. Là où dans le passé, on pouvait hisser le drapeau de « ouais, mais c'est du chinois, c'est moins bien fabriqué, c'est moins fiable, c'est moins ceci, c'est moins cela », eh ben, plus le temps passe, moins on peut le faire. Et là où moi, je suis toujours surpris, c'est que, alors, nous, on ne les fait pas toutes, mais on ne voit arriver des marques nouvelles dont on n'a quasiment jamais entendu parler, presque, je ne vais pas dire tous les mois, mais tous les trimestres. Donc, c'est ça qui est vraiment déroutant. Et pour le consommateur et même pour nous, c'est toujours un petit peu compliqué de venir mettre en parallèle des optiques de ce type-là avec les optiques plus classiques des marques traditionnelles que l'on connaît, plutôt japonaises, parce que même si la qualité d'image est plutôt au rendez-vous, même si la qualité de fabrication, comme je le disais, s'améliore, l'inconnu principal sur ces marques-là, c'est plutôt en fait la longévité, à la fois sur la fiabilité sur du long terme, mais aussi sur la pérennité de ces marques, parce que comme plein, on en a vu qui déboulaient, puis qui très vite s'arrêtaient. C'est pas vrai que dans les optiques, c'est vrai dans plein d'autres choses aussi. Et c'est là où c'est déroutant, où il faut justement choisir les partenaires avec qui avancer. Bon, c'est quand même intéressant tout ça pour le consommateur, parce qu'on a déjà des marques que tout le monde connaît, Sigma, Tamron et Samyang, qui proposent des choses généralement moins chères que ce que proposent en natif les constructeurs eux-mêmes. Puis on a ces constructeurs chinois qui proposent des choses, mais alors pour le coup, vraiment, vraiment moins chères. Je vous rappelle le prix du 75 mm f2 TT Artisan qui vient tout juste d'être annoncé, 250 €. Pour une optique comme ça, c'est très abordable. Ouais, mais je suis vachement surpris du coup parce que tu disais tout à l'heure, Damien, que apparemment ça suscite pas grand intérêt, quoi. En tout cas, tu as l'air de noter que l'audience n'est pas forcément au rendez-vous et ça progresse pas du tout. Parce qu'on a l'impression quand même que ces constructeurs, Viltrox en premier, élargit de plus en plus le catalogue. Et au fur et à mesure que les gens s'équipent en hybride, on peut penser que, vu les tarifs et vu les retours qui sont quand même pas dégueux, ils vont y aller, quoi. Je disais oui, effectivement, bon, il faudrait discuter directement avec les magasins, mais moi, les sons de cloche que j'en ai, c'est qu'effectivement, ils ont du mal à trouver. En fait, le problème, c'est que les gens les connaissent pas. Les passionnés, certes, vont tomber sur les produits, vont, comme nous, voir, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais quelqu'un de lambda, entre guillemets, qui rentre dans une boutique, pense pas tout de suite, ah, qu'est-ce qu'a fait le dernier Mikey ou qu'est-ce qu'a fait le dernier TT Artisan, en fait. Donc, ils ont quand même un déficit d'image et donc ils doivent forcément se servir des revendeurs pour que les revendeurs les mettent sur le devant. Je pense quand même qu'ils ont un déficit en distribution. Là où Sigma, Tamron va avoir des équipes en France, on est sur des constructeurs qui généralement, au mieux, ont des équipes en Europe et pas toujours. Souvent, on discute directement avec des Chinois et la discussion n'est pas toujours évidente. L'approvisionnement n'est pas évident et le SAV l'est encore moins. C'est-à-dire que c'est des optiques où il faut quand même pas avoir trop de problèmes parce que on est rapidement face à un mur et ça devient rapidement compliqué. Et la revente est pareil. La revente est plus compliquée que quand on achetait une optique Canon ou Tamron ou Sigma. Donc,
c'est vrai que sur le papier, moi, les dernières que j'ai testées, franchement, niveau piqué, il n'y a rien à envier aux Japonais. Niveau autofocus, il n'y a rien à envier aux Japonais. Technologiquement, aujourd'hui, ils sont capables, comme Viltrox, de sortir une gamme entière d'objectifs en 1.2 en une année, alors que Sigma et Tamron, ils en font 3 ou 4, quoi. Ouais, c'est ça, puis ils ont des Donc, politiques ils ont une de... puissance qui est folle. Ouais, et puis des politiques de mise à jour de firmware qui a l'air assez régulière, assez fiable aussi, où on peut tout faire soi-même avec un câble un peu à l'ancienne. Enfin, c'est assez séduisant sur le papier, quoi. Bon, tant qu'on en est à parler des optiques compatibles, bon, on l'a dit, les premières optiques en monture Canon RF sont arrivées chez Sigma et chez Tamron, mais c'est quand même un petit peu le bazar et je vous avouerai que j'ai du mal à comprendre pourquoi en monture Canon, bah, les deux constructeurs se focalisent uniquement sur la PSC et pourquoi en monture Nikon, on va retrouver du full frame chez Tamron et pas chez Sigma. T'as une explication, Damien, à ça? Bon, une explication, non. Après, il y a des bruits de couloir et des supputations qui sont évidemment que le... C'est ma pensée à moi et je me base sur rien. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça, mais on a l'impression que Tamron a donné des optiques ou travaille en marque blanche avec Nikon. Et que bah, j'imagine que dans le partenariat, il y a le fait que Tamron a un accès plus facile à la monture Nikon, notamment en plein format. Et chez Canon, c'est quand même un peu plus verrouillé. On n'a pas cette stratégie-là, même si on a quand même l'impression que Canon a ouvert plus les portes à Sigma, qui va avoir la possibilité, je crois, de sortir 6 optiques APS-C dans l'année, alors que Tamron n'a toujours pas sorti la première. Donc on a un peu Tamron qui est parti avec Nikon et Sigma qui est parti avec Canon. Même si j'imagine que sur une période de 5 à 10 ans, ça va se niveler et tout le monde sera... Mais c'est vrai qu'au départ, on a l'impression qu'il y a des acteurs privilégiés, quoi. Oui, ça va sûrement s'accélérer. Et en parlant d'accélération, chez certains, on est déjà à la seconde génération Oui. d'optique, hein. C'est notamment le cas de Sony qui était pionnier de façon en hybride. Il n'y a pas que là, pour le coup. Hein. Non. Mais c'est vrai que toutes leurs G-Master seconde version sont des optiques absolument exceptionnelles à chaque fois. Et c'est des bijoux. Et ils ont pris une avance qui est considérable. Toi, quel regard tu portes, Damien, en tant que testeur sur ces GM2, notamment le 85-1.4, tu l'as testé, par exemple? Ouais, bien sûr, les GM2, bon alors c'est le contre-exemple, le 85-1.4, mais moi ce qui est étonnant, c'est de voir que sur une période de 6-7 ans, on arrive aujourd'hui à avoir en gros, on gagne 30% de compacité, 30% de poids et 50% de résolution en plus. Uniquement sur une période de 7-8 ans. C'est ça qui est marquant. Le 85 1.2, c'est le contre-exemple parce qu'il n'est pas spécialement plus compact. Il est plus léger, mais il n'est pas spécialement plus compact. Mais c'est vrai que ça évolue. Et même dans l'optique, on a maintenant des nouveaux verres qui permettent ce genre de progression-là. Sony était pionnier sur ce genre de choses, mais cette année, on a vu arriver par exemple un 70-180 mm f2.8 G2 chez Tamron, et on a vu arriver la première version 2 chez Sigma avec leur 24-70 mm f2.8 constant. Et cette année, alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé quand même que certaines optiques innovantes, très rigolotes, très séduisantes ont vu le jour. Je pense à des objectifs polyvalents, transstandards, on aura l'occasion d'y revenir, Benjamin, encore au cours de cette saison, très lumineux, des super téléobjectifs moyen format, des super télézooms, des 200-800 mm, des 28-400 mm. Bon, il y a des choses plus étonnantes, hein. On va revenir rapidement sur le 26 mm f8 de chez Lumix. Bon, bref, il y a des choses un peu qui sortent des sentiers battus qui sont arrivées cette année. C'est quoi l'optique qui t'a le plus intrigué, Damien? Bah écoute, c'est probablement les 24-105 qui jusqu'à maintenant étaient en plage f4. Et cette année, pour la première fois, Canon est arrivé avec un zoom interne 2.8. Sigma, lui, est arrivé avec un zoom externe 2.8. Mais des 24-105 2.8, en vidéo, c'est des outils qu'on n'avait pas, qui sont d'une polyvalence dingue et que moi, j'ai apprécié travailler cette année. Ouais, le Sigma, il démarre à 28, mais effectivement, à 2.8 constant. Mais tu as raison, c'est vrai que ça change. Moi, j'aime beaucoup chez Nikon le 24-120. Historiquement, c'est une plage de focale encore plus polyvalente. Ouais. Arthur, tu mentionnais le Lumix 26 mm, mais moi, je trouve ça marrant, ces optiques-là, en fait. Les 26 ce qui n'est pas marrant, c'est le prix. Hein. Il y a l'ouverture fixe f8 de celui-là. Ouais, non, évidemment. Mais en tout cas, la démarche. Après,
on dirait presque un prototype. On aimerait plutôt qu'il y ait un 2, un goodies. avant le 8, un 2, quelque chose, quoi. Mais ce genre d'optique un peu pancake pour de la street photo ou autre, je trouve ça plutôt sympathique, quoi. Bon, allez, voilà pour cette première approche globale du marché de la photo. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail et passer à la moulinette les principaux constructeurs. Et on commence, comme d'habitude, par Canon, qui a enfin annoncé avant l'été son flagship, le très attendu EOS R1, en parallèle d'un nouveau R5 Mark II. Alors, quand on compare les caractéristiques du R1 face à celles du R3 et à celles du R5 Mark II, on a un peu du mal à comprendre comment Canon compte convaincre les photographes professionnels de basculer sur ce nouveau modèle qui sera quand même proposé au prix de 7 400 € boîtier nu. On vous propose d'écouter le témoignage de Jackie Carré, chef de gamme produits photo chez Canon France, sur ce sujet. Le R1 et le R3, c'est des produits qui sont assez proches, mais sur le R1, on a voulu s'appuyer sur les retours du R3. Typiquement, on a encore amélioré l'autofocus. C'était très important pour les photographes qu'il soit le plus précis, le plus rapide et le plus stable possible. Donc maintenant, on a un autofocus de type croisé qui apporte un vrai plus. Au niveau du pilotage par l'œil, par exemple, c'était quelque chose qui a été mis en place sur du professionnel. On l'avait lancé il y a très longtemps pour les pros, mais ça n'avait pas eu le succès escompté. Là, par contre, c'est une réussite. Donc, on l'a intégré et on a encore amélioré la qualité du pilotage live par l'œil avec une meilleure détection, plus de précision et plus d'ergonomie. Également très important pour les pros, on a voulu qu'ils aient un produit le plus confortable possible au niveau de l'ergonomie. Donc, on a une visée qui est super confortable. C'est extraordinaire, la visée du R1 quand on regarde dedans. Donc, ça, c'est important également. On a apporté également des modifications qui étaient demandées, par exemple, sur le déclenchement. Donc, on a le pré-déclenchement qui n'était pas présent sur le R3. Ça, c'est très important pour les photographes de sport et les photographes animaliers d'avoir cette fonction qui permet donc, quand on a raté le moment décisif, de revenir un petit peu en arrière et de récupérer la photo. Donc, ultra important. On apporte également donc, de l'intelligence artificielle de façon complémentaire à ce qu'il y avait déjà sur la F, avec par exemple l'upscaling, enfin l'augmentation de la définition, qui va permettre de monter de 24 à 98 millions de pixels. Également la réduction du bruit en interne, donc des choses qui sont très importantes pour les photographes et qui apportent un vrai plus. Le buffer est également amélioré, ça c'est vraiment pour faire une rafale de façon totalement libre et pas se soucier du buffer. Et également des points qui sont très importants pour les professionnels cette fois-ci, mais vraiment les pros d'agence ou pour les journaux, c'est une capacité de transfert plus rapide avec la 6G, par exemple, qui fait son apparition sur le R1. On voulait vraiment se servir des JO comme un retour d'expérience, un test opérationnel. On avait 200 R1 qui étaient présents sur les JO, par exemple, et qui ont été prêtés à toutes les grandes agences, à des photographes de sport qu'on avait choisi en amont pour qu'ils nous fassent un test et un retour précis sur le produit. D'ailleurs, il y aura des modifications de firmware sur la version finale qui va sortir fin novembre. Donc, certes, la base avec un capteur de 24 millions est très proche, mais tout ce qui tourne autour au niveau professionnel et au niveau de l'action est bien supérieur au R3. Et il y a une vraie différence entre ces deux produits. D'un côté, c'était une première mouture professionnelle en hybride. Et là, vraiment, on a finalisé le produit. C'est vraiment la quintessence d'un produit hybride en professionnel. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, mais moi, quand j'ai lu les fiches techniques du R1, j'ai été un chouïa déçu. Et par contre, quand j'ai lu la fiche technique du R5 Mark II, j'ai été très excité. Ouais, c'est pas facile effectivement de parler du R1 parce que je pense qu'à un moment donné, Canon, quand ils ont sorti le Canon R3, en disant que c'était pas suffisant pour être un flagship, a lancé une attente particulière sur qu'est-ce que ça pourrait être un Canon R1. Et on a vu des rumeurs pendant 4 ans de toutes 100 images par seconde, 100 millions de pixels, beaucoup de rumeurs qui paraissaient qu'on allait faire un bond en avant incroyable. Et en fait, le Canon R1 qui présente, c'est un excellent produit, mais c'est un Canon R3 Mark II en fait. Et renommé maintenant R1. Et forcément, en fait, on est sur de l'incrémental. C'est-à-dire que tout est mieux, tout est un peu mieux que sur un Canon R3, mais on n'a pas de révolution. Mais peut-être qu'on
surestime un peu tout ça, on fantasme un peu trop. Finalement, les photographes professionnels, ils veulent quoi? Ils veulent un boîtier qui soit ultra rapide, qui puisse permettre d'envoyer des images n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment en réseau. Un outil fiable qui les déroute pas non plus. C'est assez conservateur hein, quand même, un photographe pro. Donc finalement, est-ce que l'EOS R1, il fait juste pas le job quoi? C'est peut-être une question qu'il faudra poser aux photographes. Hein. Après, la déception est légitime quand on voit ce que peuvent proposer d'autres concurrents. Je veux dire, une obturation électronique, des capteurs enfin, l'obturation globale chez Sony, elle vient peut-être de là, la déception. Mais je me demande si les photographes sont pas beaucoup plus pros, en tout cas conservateurs qu'on ne le pense. En tout cas, l'une des nouveautés de ce boîtier, c'est cette espèce de nouvelle génération d'autofocus. Je ne sais pas si vous avez pu la tester. C'est vraiment ouf, ça. Et puis pareil, la réduction de bruit assistée par IA à l'intérieur du boîtier. Je rebondis sur ce que tu disais, Benjamin. Bon, Nikon aujourd'hui n'a plus de 24 millions de pixels, ils ont que du 45 millions de pixels. Et moi, c'est vrai que j'ai parlé avec beaucoup de photographes pros qui étaient au JO et beaucoup m'ont dit qu'ils ont fini, enfin en tout cas, il y en avait un particulièrement avec qui je discutais tous les jours, qui a fini, disons, la deuxième semaine. La première semaine, il avait les deux. La deuxième semaine, il a décidé de continuer uniquement avec le Canon R5 Mark II. Et j'ai vu, a priori, la demande en Canon R5 Mark II pendant les JO a été exceptionnelle. C'est-à-dire que beaucoup de photographes pros étaient intéressés aussi par les avantages que proposait un boîtier plus compact, un boîtier avec plus de mégapixels sur lequel on peut recadrer. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi une appétence des photographes pros pour plus de mégapixels et plus de compacité. Je veux dire, je pense que tous les photographes pros ne se suffisent pas de 24, quoi. En tout cas, tu as raison que la stratégie de Nikon est peut-être moins frustrante. C'est-à-dire qu'un possesseur de Z9, quand il voit arriver le Z8, se dit bon, au moins, on a la même définition, on joue à armes égales. C'est peut-être plus cohérent dans l'offre. En tout cas, par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, Arthur, sur l'AF, il est vrai que l'AF du R5 Mark II, qui est le même que celui du Ah oui, c'est le même du R1. que le R1 et c'est spectaculaire. Et moi, je crois qu'il y a un point qui m'a marqué et je m'y attendais pas forcément. C'est le pilotage de l'AF par l'œil que je trouvais, j'avais bien aimé hein, sur le R3 déjà, mais j'ai trouvé ça ultra efficace, en tout cas sur du sport, parce que si on fait du paysage, je vois un peu moins l'intérêt, ça peut même être un peu perturbant. Mais sur du sport, j'ai trouvé cette technologie dingue. Et à tel point que j'aimerais bien même qu'elle ruisselle quoi, sur d'autres boîtiers Canon, je sais pas, un R7 Mark II, si un jour il arrive, ou voir un R6 Mark III. Je trouve que c'est ludique et que ça pourrait peut-être séduire un plus large public. Ouais, je pense que de manière assez indiscutable, ils sont leaders sur ça. En termes d'autofocus, je pense qu'ils enchaînent les générations avec des vrais bons en avant de manière régulière. Et c'est clair que l'utilisation de l'intelligence artificielle capable de prédire le mouvement, d'apprendre la science du jeu sur le volley, le basket et le football, capable de voir que le ballon passe d'un joueur à un autre, d'adapter l'autofocus en fonction, enfin, c'est aujourd'hui une technologie qui existe nulle part ailleurs. Et comme tu le disais, le combiner avec la lecture de l'iris du photographe pour savoir où est-ce que le photographe est en train de regarder, en fait, il combine toutes ces informations-là et il a plus d'informations qu'aucun autre appareil n'a, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on obtient des résultats qui sont fous. Ah ouais. Bon, allez, on continue avec Fujifilm désormais, qui cette année a enfin annoncé le X106 ou Mark VI, un compact expert très haut de gamme, ultra attendu et qui a rencontré un succès phénoménal. Depuis son annonce, c'est très simple, il est sold out et aujourd'hui encore, il faut s'armer de patience pour espérer mettre la main dessus. Nous nous sommes entretenus avec Franck Bernard, le directeur de Fujifilm France Imaging, et lui avons demandé ce qu'il en était des livraisons de X106 en France. On l'écoute. Clairement, on est bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer et la demande n'a pas cessé d'augmenter depuis ce 20 février. Déjà, le premier jour, on a reçu un flot de commandes qui nous a tout de suite alertés pour pouvoir revoir nos provisions de vente pour l'année 2024. Donc concrètement, où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes toujours en rupture sur ce produit permanente, mais depuis maintenant, on va dire quelques mois, nous arrivons à livrer de plus en plus de quantités.
Pourquoi? Parce que l'industriel a bien compris les enjeux du produit, la demande de ce produit expert, qui est un frelon de la gamme, qui est un produit iconique, je le rappelle, et très important pour nous sur le marché de la photo. Il nous permet aussi d'attirer sur l'ensemble du concept Fuji d'autres consommateurs sur d'autres gammes. Quand on fait une programmation industrielle, on collecte l'ensemble des informations de tous les pays et le chef de produit monde achète ses matières premières, quantifie la production et la met en place. Et malheureusement, le succès a bien été au-delà pour tous les pays. Donc, résultat, effectivement, embouteillage quant à la production industrielle. Et puis, il ne s'agit pas que de savoir pouvoir mettre des équipes pour faire le produit. Il faut aussi avoir les pièces détachées, les couvercles, le métal, les optiques. Et tout cela prend un peu de temps. Aujourd'hui, on peut dire qu'on livre le double de ce qu'on avait commencé à livrer au premier trimestre. Malheureusement, compte tenu que le portefeuille ne cesse d'augmenter, nous ne serons pas en mesure de satisfaire tout le monde cette année 2024. On peut imaginer, positivement, un produit qui sera full dispo courant 2025. C'est fou quand même, le succès de ce boîtier. Je vais contredire Franck Bernard juste sur un point. Il est possible d'acheter et de trouver un X100 Mark VI. Il y en a à vendre en stock, par exemple chez MPB, un partenaire historique du podcast qui en propose. Mais là, attention, pour la modique somme quand même de 3 600 €, quand le prix normal conseillé de cet appareil est de 1 799 €. Ouais, bravo à eux. En fait, ils ont su s'adresser à une audience qui habituellement s'intéressait pas à la photo, probablement à un public plus jeune. Ils ont su créer surtout une image qui est un des patrons de Fujifilm disait dernièrement qu'on l'achète pas forcément pour les photos qu'il fait, mais pour le look qu'on renvoie en le portant et que c'était devenu un accessoire de mode, hein. C'est les mots employés par les gens chez Fuji. M'étonne pas. Et quand on va sur la page du Fujifilm X106 sur le site de Fuji, on voit surtout des gens qui le portent. Et ils ont réussi à créer une tendance, en fait. Ils ont réussi à faire un truc qui est incroyablement difficile à faire. Bah, je suis d'accord avec ça et j'ai quand même envie de critiquer un petit peu parce que, étant possesseur du X105, je suis cette série avec beaucoup d'attention. C'est des appareils que j'aime énormément. J'en attendais un peu plus, notamment au niveau optique. J'aurais aimé qu'ils modifient l'optique, surtout qu'ils ont revu la définition du capteur à la hausse. Et je trouve que la qualité d'image n'est pas exceptionnelle. En tout cas, l'optique rend pas complètement justice au capteur de 40 millions. Après, l'apport de la stab, c'est bien. Ok, c'est bien, mais c'est pas non plus sensationnel. Donc, c'est ça. Ils ont très bien joué le coup. Mais finalement, ils profitent aussi de la désertion des autres sur ce segment-là, quoi. Mais c'est ça qui me paraît complètement délirant, presque à la limite. C'est-à-dire, quand on voit le succès du X106, quand on voit la hype du GR3, quand on voit la hype aussi de la série Les IKQ, d'une certaine manière, même si ça ne s'adresse pas du tout au même type de personnes à cause du prix. Bon, dans un marché qui est quand même plutôt tendu, je ne comprends pas pourquoi nos géants de l'industrie de la photo préférés ne proposent pas eux aussi leur vision du compact expert désirable, quoi. C'est très frustrant, je trouve. Ça va peut-être venir quand même, hein, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer un marché qui est de cette taille-là. Ouais, clairement. En tout cas, c'est un peu les rois du pas de côté, Fuji. Et puis, la gamme GFX en atteste aussi, hein, avec le GFX 100 S2. Ça continue, le moyen format à se développer. Oui, ils enfoncent le clou. Et puis, ils sortent des produits qui sont de plus en plus aboutis, avec peu de concurrence réelle en face. Donc, c'est une stratégie qui, en tout cas pour l'instant, semble plutôt payante. GFX 100 S2 qui est proposé boîtier nu 5 500 €. Donc on est passé sous la barre des prix des flagships, des hybrides 24-36 mm. Il y a un créneau sur lequel Fuji a été un peu sage quand même cette année, c'est finalement son cœur de secteur.
La gamme APS-C, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, à part le XT50. Oui, effectivement, moi j'ai l'impression qu'ils ont ralenti sur cette gamme-là. Peut-être que je me trompe, mais c'est pareil en termes d'optique. Ils nous avaient habitués à venir avec 4-5 optiques par an et nous donner des roadmaps tous les ans. Ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté les roadmaps et c'est vrai qu'on a un peu moins de sorties. Après, ils sont dans leur stratégie, je pense, de faire des produits qui sont élégants, un peu différents de ce que font les autres. Et dernièrement, là, il commentait les résultats. Le président directeur général a dit que Fuji visait à prendre un peu plus le temps, à laisser ses produits avoir une durée de vie plus longue, à garder une valeur qui décode pas dans le temps. Et il disait qu'il prenait comme modèle un peu Leica. Donc peut-être aussi un changement de stratégie. Oui, puis bon, ils ont toujours été généreux en matière de mise à jour. Alors, même peut-être un peu moins, c'est un temps qu'ils ont pu l'être par le passé, mais ça peut revenir. Après, on dit ça, l'année n'est pas finie quand même. C'est-à-dire qu'on Oui, s'exprime, bon, on est avant le on salon, est fin on est septembre. en Ouais. septembre, donc on peut voir peut-être arriver encore certaines choses, mais c'est surtout sur le créneau expert, enfin le haut de gamme en APS-C que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de réactions. Les XH notamment mériteraient peut-être d'être mis à jour. On continue notre tournée et on va s'intéresser à Lumix qui a annoncé récemment un boîtier full frame pour le moins innovant et original à destination des créateurs de contenu novices, le S9. Nous nous sommes entretenus avec Mathilde Lécuyer, chef de produit Lumix, et lui avons demandé quelle était la stratégie de développement de la marque sur le plein format. Le plein format représente 60% des ventes en valeur sur le marché de la photo aujourd'hui. Et chaque année, Lumix gagne des parts de marché sur ce segment via nos nouveautés, notamment les S5 II, S5 IIX l'an dernier et le S9 cette année. Le plein format, aujourd'hui, il est au cœur de la stratégie qu'on met en place pour le futur de la création d'images chez Panasonic. Le développement de nos boîtiers plein format bat son plein et Lumix a encore de belles choses à offrir aux créateurs dans les années à venir, ça c'est certain. La philosophie de Lumix, ça a toujours été de rendre la création d'images accessible à tous. Et ça passe aussi par la mise à jour de nos boîtiers. C'est important pour nos utilisateurs de savoir qu'ils peuvent compter sur leurs produits pour être durables et ne pas devenir obsolètes trop rapidement. Les mises à jour, elles sont possibles tant que la conception physique du boîtier le permet. Et c'est important pour nous de pousser au maximum chaque boîtier dans ses capacités avant de le remplacer par la nouveauté. En fait, c'est une façon d'offrir les technologies les plus récentes de façon plus intuitive et plus accessible, parce qu'en plus, la mise à jour est possible même depuis nos applications. On est constamment en recherche de nouveautés pour améliorer l'expérience des créateurs d'images avec leur boîtier. La différence, elle va se faire sur des détails en fait, sur toutes les technologies qui vont constituer un appareil photo ou un objectif aujourd'hui. Le capteur comme l'obturateur sont des parties intégrantes et en fait indispensables d'un boîtier, bien sûr. Donc, on peut imaginer que ces éléments font aussi partie du plan de développement de Panasonic. Nos équipes d'ingénieurs travaillent en permanence au développement de nouveaux boîtiers et globalement, on ne ferme aucune porte. On continue de développer en simultané nos gammes plein format et micro 4 tiers et on met gratuitement à disposition des mises à jour très régulièrement, mais en parallèle, on continue bien sûr le développement de nouveaux boîtiers. Les S5 II et S5 IIX adressent certains types d'utilisateurs, le S9 d'autres créateurs et les S1 en adressaient d'autres encore à l'époque de leur sortie, en 2019. Il n'y a aucune raison que Lumix abandonne un de ces segments pour l'instant. En fait, on est vraiment confiant pour la suite. Bon. Surprenant ce Lumix S9. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Damien? Bah écoute, le produit était top, il est joli, il est rafraîchissant avec toutes les couleurs qu'il avait dedans. La technologie est plutôt sympa. Après, c'est vrai que, et nous déjà sur place, hein, quand on est allé le découvrir au Japon, on s'est parfois demandé, mais finalement, il s'adresse à qui? Parce que bah, il y a pas mal de perfs en vidéo, mais la vidéo est limitée à 15 images par seconde, ce qui avait fait pas mal réagir. En photo, c'est bien, mais il y a pas d'obturateur mécanique et on a un obturateur électronique qui est pas parmi les meilleurs du marché. Donc c'est vrai qu'il a des vrais points faibles et en même temps, il a des aspects ultra attrayants avec le jeu des luttes, avec le fait de chercher ta colorimétrie sur le terrain, d'avoir une application sur le smartphone où tu vois les luttes des créateurs du monde entier que tu peux transférer sur ton appareil en temps réel. Donc c'est un appareil qui est fun à utiliser, qui est marrant. J'ai des copains là qui l'utilisent depuis qu'ils sont revenus du Japon, mais vraiment tous les jours, c'est devenu leur calepin et ils l'adorent quoi. Mais c'est une expérience un peu comme du Fuji, un peu à part.
Ouais, on avait eu Jérôme Kainborg à ses micros qui nous disait qu'il avait prolongé l'expérience avec le S9 et qu'il s'était régalé. Après, c'est vrai qu'il y a des limitations, notamment de durée, qui sont parfois pas trop compréhensibles, parce qu'apparemment, c'est quand même les mêmes structures que le S5 Mark II. Sauf qu'il n'y a pas de ventilation, quand même, ça faut le signaler. Après, ça fait un peu appareil, tu l'as dit, comme les Fuji, ça fait appareil lifestyle, quoi. On a l'impression qu'on va plutôt poser avec que l'utiliser. Mais j'ai la sensation que la vraie nouveauté, finalement, cette année, c'était plutôt, ou fin d'année dernière, l'application Ouais. Lumix Lab. Et cet écosystème dont on a parlé en évoquant les luttes la semaine dernière, avec cette possibilité d'en acquérir très facilement, c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal vu. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit quand même dans le témoignage de Mathilde, c'est qu'aucun segment ne sera abandonné, y compris a priori les S1. Eh Enfin, en tout cas, ben, c'est ce qui semble transparaître de ça. C'est rassurant d'une certaine façon, c'est un peu excitant parce que très objectivement, leur gamme full frame actuelle, elle est assez limitée, hein, parce qu'il y a deux modèles avec des approches diamétralement opposées. Donc on a ce S5 Mark II qui est vraiment chouette, qui a inauguré l'autofocus face contraste qui faisait défaut à Panasonic depuis longtemps, et puis ce S9. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait de réelle montée en gamme possible dans le domaine du full frame chez Lumix pour l'instant. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce que tu penses du S1H, par exemple? Enfin, c'est un boîtier qui a ses fans hein, dans le milieu de la vidéo. Est-ce que c'est un boîtier qui mériterait d'être mis à jour? Ou alors maintenant, on a basculé sur une stratégie Ah oui. S5 et ça peut suffire finalement. Un 5 2X, par exemple, peut prendre le flambeau. Bah, moi, j'ai envie de te dire que, bon, ils l'appellent comme ils veulent, c'est pas important, mais en termes de technologie, les vidéastes, quand même, aujourd'hui, et c'est le cœur de cible de Panasonic, n'ont pas de 4K 60 sans crop, n'ont aucun 4K 120, n'ont pas de 8K. Il y a quand même beaucoup de choses à faire sur des choses qui me paraissent pas accessoires, quoi. Moi, je parlais à des copains qui veulent passer en Pana et qui me disent: «Ouais, mais je pourrais pas me passer de ma 4K 120, par exemple». Et donc, clairement, il y a un truc à faire. Ou alors tu restes en micro 4 tiers, tu prends un GH7. Eh mais bah. mais c'est une autre stratégie. Lumix a fait beaucoup de choses en micro 4 tiers cette année. Le GH7 qui est quand même un peu une surprise, et puis aussi, et peut-être même avant tout, le G9 Mark II, boîtier très photo, très attendu, puis qui a rencontré un beau succès d'après ce que j'ai compris. Ouais, mérité. C'était un beau boîtier, le G9 II. Ils n'avaient pas gardé sous la pédale. Aussi bien en photo qu'en vidéo, on l'attendait pas aussi fort. Et c'était l'inauguration d'un nouvel autofocus aussi. Hein. Chez Pana, on a tellement râlé pour dire que l'autofocus de chez Pana était en retard que là, maintenant, il faut le dire, ils ont un bel autofocus, quoi. Ouais, carrément. Donc, non, c'était une belle nouveauté. Après, c'est sûr que le GH7, on était un peu plus déçus parce que bah, c'était à 80% un G9 II avec quelques features en plus, quoi. Et alors qu'on attendait un nouveau capteur. Et peut-être que finalement, dans tout ça, le GH7 est ce qu'aurait dû être le GH6. En fait, il y a une espèce de... Ah bah, clairement. Un truc un peu bizarre quoi, dans l'espace-temps. C'est-à-dire que les S5 II sont arrivés la même année, un peu plus tard, avec la détection de phase et de contraste. Et c'est vrai que ce GH6, du coup, est pas très bien né quoi, entre tout ça. Et le GH7 rectifie le tir, mais sans effet waouh. Allez, on continue dans la liste des grands constructeurs et on s'intéresse à Nikon, qui a annoncé cette année plusieurs nouveaux modèles. Le Z8, à qui on a consacré une émission spéciale l'année dernière, et plus récemment le Z6 III, un boîtier surprenant au positionnement ambigu. On écoute Léo Lachaud de la boutique spécialisée parisienne Photo d'Enfer nous parler de la clientèle de ce nouveau Nikon Z6 III. On est très content avec ce Z6 III parce que ça touche tout le monde en fait. Ça touche y compris les professionnels qui ont besoin d'un boîtier permettant de monter en basse lumière avec la rafale et l'autofocus d'un Z8. Et ça touche aussi les passionnés qui avaient un Z6 II et qui étaient peut-être frustrés en fait de la mise au point du Z6 II, notamment en basse lumière. C'était quand même un peu la bête noire de ces produits-là. C'est vrai que le Z6 III convient à tout le monde, que ça soit certains nouveaux photographes ou qui veulent avoir un boîtier permettant de faire photo et vidéo. Le Z6 III, je trouve que c'est aussi la porte d'entrée à la vidéo chez Nikon, qui était là où ils avaient un tout petit peu de retard. On est très content. Ça touche tout le monde. C'est pas une catégorie de clients, c'est pas les professionnels, les amateurs, ça touche tout le monde.
Bon, précisons au passage que on vous prépare très prochainement, mardi prochain, pour être exact, une émission spéciale entièrement dédiée au Nikon Z6 III en compagnie de Léo, du coup, et d'Hicham Bououlaoum, le chef produit photo de Nikon France. Le Z6 III, quand on regarde sa fiche technique, il est ouf, aussi bien en photo que en vidéo, mais son prix, il est ouf aussi. Par comparaison, il est lancé 800 € plus cher que le Z6 II en 2021. Je sais pas ce que tu en penses, Damien, c'est pas une suite, c'est un nouveau segment, ce Z6 III. Ouais, ouais. Moi, j'avoue que c'est pas mon produit préféré de l'année, le Z6 III, pour mettre les pieds dans le plat, hein. Je trouve que ce concept de semi-empilé est assez vague. En photo, pour moi, c'est pas du tout empilé, par exemple. Je trouve que ça profite à la partie vidéo, qui est probablement la partie qui brille le plus sur ce boîtier-là, où clairement, de la 4K 120 à ce prix-là, on peut se dire, waouh, c'est quand même une super affaire et les features vidéo sont top. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est une avancée énorme. En photo, moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que la pré-rafale est en JPEG, la rafale en RAW est limitée à 20 images par seconde. Ouais, moi en photo, il m'en manque un peu pour être honnête. À ce prix-là, c'est pas suffisant. Oui, bah, moi je te rejoins là-dessus. Autant j'ai été très très impressionné par le R5 Mark II, autant le Z6 III j'en attendais énormément, en tout cas en photo, et ça me laisse un tout petit peu sur ma faim. Même il y a certains points, il n'y a pas de rideau de protection devant le capteur. Bon, à ce tarif-là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, quand on écoute les vidéastes parler de ce boîtier, ben, on se rend compte que en fait, c'est une tuerie, quoi. Donc, est-ce que finalement la stratégie Nikon n'a pas été de mettre la vidéo vraiment en avant par rapport au reste? Peut-être. En tout cas, d'un point de vue stratégique, c'est la première fois qu'un Z6 sort sans Z7 à côté. Donc, il y a un Z6 III, mais il n'y a pas de Z7 III. Pas encore. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a de la place pour un Z7 III? Depuis, il y a un Z8 qui occupe donc ce créneau de la haute définition. Tout est possible, mais ça paraît plus dur à imaginer, quoi. Alors cette année, Nikon a aussi lancé une nouvelle série d'optiques, de focales fixes, plutôt entrée de gamme, qui offre une ouverture maximale de f1.4. Et du coup, le positionnement est très compliqué, à mon sens, avec leur gamme S un peu emblématique, hein, qui était arrivée au moment du lancement des Z6 et des Z7 en 2018 pour le coup, qui eux proposent une ouverture un peu moins généreuse. F1.8, ça va être compliqué dans la tête des gens de comprendre comment ça se passe, la montée en gamme optique chez Nikon au niveau des focales fixes. Ouais, c'est sûr, ils essayent d'avoir une gamme complète, mais c'est certain que maintenant on a du 1.2, du 1.4, du 1.8. C'est pas évident de voir ce positionnement-là, mais je pense quand même que tout le monde veut pas de 1.2 et le 1.8, souvent, généralement, c'est des optiques qui sont plus limitées en termes de résolution, un peu plus limitées en termes de moteur autofocus. Probablement qu'il fallait il y a beaucoup de gens qui rentrent en magasin et qui naturellement demandent un 1.4 en fait, et qui dans leur tête, un 1.8, c'est forcément plus ou moins du milieu de gamme. Donc je pense que ça répond à on est arrivé à un stade en fait où les constructeurs ont fait la majorité des optiques les plus importantes et où ils complètent en fait pour adresser tout le monde. Je pense qu'on en est là. Donc bientôt probablement un 85-1.4, hein, on peut l'imaginer. Mais c'est vrai qu'il faut se dire que ce sera des modèles qui sont pas de la série S, qui est la série un petit peu prestigieuse chez Nikon. Donc proposer un chouïa moins cher que les 1.8, c'est vrai que ça peut déstabiliser. Canon est en train de faire pareil, hein. Petit point pour finir également sur l'offre entrée de gamme de chez Nikon, qui est composée de boîtiers APS-C et full frame, qui commence un peu à dater, si bien que l'on peut se demander légitimement si la marque s'intéresse toujours à ce segment. On écoute Nicolas Gillet, le responsable marketing et communication de Nikon France. Le marché de la photo a effectivement énormément évolué depuis 10-15 ans avec les smartphones. Le marché entrée de gamme réflexe, il a pratiquement disparu, mais il n'a pas vraiment été remplacé, en tout cas dans notre line-up, avec cette gamme d'hybrides Z50, ZFC qu'on propose aux alentours de 1 000 €. Quand on investit ce budget, c'est déjà qu'on a une certaine passion et une certaine envie de s'investir dans la photographie. Donc on est plutôt sur de l'amateur, à mon sens, dans ce niveau de budget. On a une gamme chez Nikon qui est pertinente, je trouve,
avec le Z50, avec le ZFC, qui est une version, une sorte de déclinaison finalement du Z50, avec ce côté design rétro qui plaît beaucoup. On a également le Z5 en plein format qui rentre dans ce créneau de prix. Donc c'est une façon en fait d'aborder la photographie quand on dépasse un petit peu ce que peut faire un smartphone évidemment et qu'on a envie d'un appareil photo dédié, qu'on n'a peut-être pas le budget pour rentrer sur du plein format milieu haut de gamme, mais aussi pour des gens qui veulent avoir un système compact. C'est tout l'intérêt de l'hybride, à la fois sur le boîtier mais aussi sur l'optique. Donc en termes de développement, il y a des cycles également qui sont importants, en termes de ressources pour nos ingénieurs et nos développeurs. Le Z50, ZFC fonctionne très bien. On a eu le Z30 également entre-temps qui est apparu sur un segment un peu plus, pour le coup, un peu plus entrée de gamme, un peu plus vlog dans le positionnement. Donc voilà, c'est des compromis en fait qui sont faits. On a tout à fait l'ambition de continuer de séduire en fait les passionnés qui ont comme priorité soit un budget, soit ou les deux, une volonté d'avoir un boîtier et un système plus compact et plus léger, en les accompagnant avec ce Z50 et ce ZFC, voire ce Z30. Je considère pas qu'on est encore une fois sur un segment en fait d'entrée de gamme. Donc clairement, chez Nikon, on n'a pas d'offre entrée de gamme. Mais on n'a plus d'offres en fait comme on pouvait l'avoir sur un D3500 aux alentours de 500-600 euros. C'est quelque chose qui a disparu parce que la demande du marché en fait est bien inférieure à ce qu'elle était il y a 10 ans, parce que les usages ont changé, parce que les besoins ont changé et la façon de faire de l'image a également évolué. Donc on s'est adapté à ça, tout simplement. Bon, si on s'intéresse au marché global de l'entrée de gamme en full frame, donc chez Nikon, c'est ce Z5, un boîtier qui date de 2020, qui est proposé à peu près aux alentours de 1700-1800 euros en kit. En face, on a le R8, beaucoup plus récent, de Canon, qui date de cette année, un chouïa plus cher. Et chez Sony et Lumix, il y a des choses, mais c'est des appareils d'ancienne génération. Le S5 proposé en kit à 1600 euros et le Sony A7 III en kit à 2000 euros. Bon, c'est sûr que j'ai un peu la sensation que l'entrée de gamme est considérée par Canon peu par les autres constructeurs. Ouais, non, mais visiblement, on voit bien que aujourd'hui, c'est des budgets sur lesquels les gens achètent des smartphones et que clairement, les constructeurs, c'est pas leur priorité. Autant ils mettent beaucoup d'efforts à développer des boîtiers à 3000, 4000 euros, autant on sent qu'aujourd'hui, sur des boîtiers à 1500, 2000, moi, parfois, en interne, ils appellent ça des boîtiers supermarché, c'est-à-dire que c'est des boîtiers qu'on va découvrir lorsqu'on va dans une boutique sans avoir en tête un modèle, on arrive avec un prix et on achète du Nikon, on achète du Canon sans réellement savoir ce qu'il y a dedans, sans avoir une connaissance fine du marché de la photo. Ouais. Et ça permet d'avoir une offre à mettre en face, en fait. Ouais, mais 2000 euros Mais avec on cette s'adresse philosophie-là, je suis pas sûr, quoi, quand même. Hein. c'est pour ça qu'ils en vendent plus. Hein. Oui, ou sauf Je après suis à d'accord avec se toi. démarquer avec des petits objets un petit peu fashion, quoi, comme le ZFC ou le ZF, à essayer de jouer cette carte-là qui peut essayer de séduire une frange de nostalgique ou séduit par l'argentique. En tout cas, il manque aussi, puisqu'on parle de l'ensemble de la gamme Nikon, hein, il manque quand même un boîtier APS-C un peu expert, quoi, à mettre en face d'un R7 ou d'un Alpha 6700 chez Sony. Moi, je reviens 2 secondes sur ce que disait Baptiste Soto en début d'émission et ce qu'on essaye de dire ici. Tout le monde n'a pas 3000 euros pour s'offrir un appareil photo. Et moi, je pense que le marché, on va dire dans sa globalité, a un peu tendance à mettre de côté ce que je vais appeler les primo-accédants. Voilà, ces jeunes créateurs qui font photos et vidéos au smartphone, qui auraient potentiellement envie d'aller un petit peu plus loin et puis qui sont peut-être les gens qui, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, seront les acheteurs de boîtiers ultra experts, ultra haut de gamme. Je pense qu'il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Non, mais je pense qu'on est quand même dans une période de transition où on arrive à une certaine maturité sur les hybrides. C'est un marché qui est quand même beaucoup sur l'occasion ou sur d'anciens modèles. Et en fait, il faut attendre que les premiers hybrides qui étaient réellement matures arrivent à ce niveau de prix-là parce qu'ils ont été remplacés par un nouveau.
Et on aura des super produits à 1000. Quand un Canon R8, par exemple, va commencer à arriver massivement sur du marché de l'occasion, probablement que c'est un produit qu'on va trouver à 1000 ou à 1200 euros. Ouais. On a des Sony A7 III qui sont à peu près Neuf, sur le formidable marché de boîtier. 9 à l'occasion 2000 dans cette euros en gamme-là. kit, c'est super quoi. Il date de 2018, c'est un formidable boîtier. Mais si demain Sony arrive avec un A7 V, on va commencer à avoir des A7 IV à probablement 2002 ou 2000 ou 2200 euros. Pour moi, c'est plutôt dans ces anciens modèles-là qui vont descendre en gamme que va se trouver le salut de ces gens-là, pas Ouais. dans des modèles qui sont Conçus de base pour eux. dédiés à être vendus à ce prix-là. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Allez, on continue et on s'intéresse à OM System. Et figurez-vous que récemment, des articles en ligne ont relaté le fait que la superstar Taylor Swift utilisait personnellement un boîtier Olympus entrée de gamme, le M10 Mark IV pour être très précis. L'occasion est donc toute trouvée pour demander à OM System ce qu'il en est de son offre entrée de gamme après 2 ans focalisés sur le haut de gamme avec l'OM1 Mark II et l'OM5. On écoute Thierry Bourque d'OM Digital Solutions. Je trouve intéressant, moi, de montrer que des personnes qui, pour parler clairement, ont les moyens de s'acheter tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, font ce choix. Donc déjà, ça rassure. Moi, je trouve intéressant que des personnes comme ça se basent encore une fois sur l'usage et sur la qualité, et pas uniquement sur une fiche technique. Choisir le produit qui correspond à ce qu'on a besoin, c'est vraiment quelque chose que nous, on essaye de mettre en avant depuis des années. Pour la petite anecdote, hein, pour la compléter, la fameuse Tyler utilise nos produits depuis à peu près une dizaine d'années, sans aucun partenariat, et on la voit régulièrement utiliser des produits dans son usage personnel. Donc nous, on trouve ça vraiment bien. Donc c'est un produit, encore une fois, le M10 Mark IV, qui est un produit découverte de notre système, qu'on peut ensuite faire évoluer vers l'OM5, qui est également un produit que les gens adorent utiliser dans les mêmes conditions qu'elles l'utilisent. Je pourrais citer d'autres photographes qui utilisent nos produits. Je pense comme ça rapidement à Olivier Folmy, par exemple, qui est un photographe très reconnu dans le monde de la photographie dans l'Himalaya, le Tibet. Voilà, son travail est très connu. La petite anecdote, il a commencé avec un EM5 Mark II, vous voyez, qui n'est pas non plus un produit professionnel. Donc, je prends l'exemple également d'une photographe de renom mondial qui est Sarah Moon, qui utilise également nos produits, et elle utilise comme objectif un 14-150, vous voyez, qui n'est pas non plus une optique professionnelle dans la grande majorité de ses images. Donc, la qualité n'est pas toujours associée à une fiche technique et un tarif. Les gens regardent. Et pour revenir encore une fois à Taylor Swift, là donc, elle a fait le choix de prendre ce produit. Elle l'utilise régulièrement, ce qui prouve encore une fois que le produit plaît et sort des photos de qualité. La question, de toute manière, sur les nouveautés revient régulièrement, quel que soit le produit. Forcément, on aura des nouveautés. Maintenant, vous vous doutez bien que je ne peux pas annoncer de nouveautés aujourd'hui, mais OM System travaille toujours sur la conception de nouvelles optiques et de nouveaux boîtiers pour pouvoir enrichir notre gamme. Bon, c'est pas impossible que du coup cette EM10 Mark IV devienne très rapidement sold out après ce petit coup de projecteur de Tay-Tay. Et pour ce qui est des nouveautés, moi j'ai arrêté évidemment de demander à OM System quand le PNF allait revoir le jour parce que ça fait trop longtemps qu'on attend maintenant. Ouais, ça a été une année timide de la part d'OM System. On a eu le renouvellement de l'OM1 Mark II au début d'année, mais on a eu l'impression que c'était surtout un changement de... Bon, le Olympus a donné lieu à OM System. On a eu l'impression qu'il y avait une histoire où ils étaient obligés de sortir un nouveau modèle sans énorme nouveauté dedans. Et c'est vrai que depuis, on n'a pas eu grand-chose. On a eu cette optique-là qui semblait un rachat d'une optique plein format Sigma, badgée OM System. Où, bon, je trouve que c'est pas dans la philosophie du micro 4/3 de proposer à ses clients de se trimballer avec des optiques plein format. À voir. C'est vrai que c'est pas été une année qui m'a rassuré sur la bonne santé de ce que pouvait proposer OM System à l'avenir. Non, c'est sûr. Alors, est-ce qu'un OM10 pourrait relancer la machine ? De toute façon, comme dit Thierry, il peut pas nous dire grand-chose. Donc, à part fantasmer,
Ouais, on peut pas dire grand-chose du tout. Mais je suis d'accord, hein, sur le 150-600, l'intérêt du micro 4 tiers et des longues focales, c'est de pouvoir les trimballer. Sinon, on va sur du plein format. Donc, j'ai pas trop compris, moi, cette sortie-là. Allez, on continue notre tour des constructeurs photo-vidéo et on passe à Sigma qui, cette année, a lancé de tout nouveaux zooms ultra lumineux en gamme Art. D'abord un 28-45 mm f1.8 constant et tout récemment un 28-105 mm f2.8 constant. Nous nous sommes entretenus avec Foucault Provet, le directeur de Sigma France, et lui avons demandé de nous parler de la stratégie de Sigma sur ces nouvelles optiques ultra lumineuses encore jamais vues. Le concept est en fait de pouvoir adresser les besoins de l'utilisateur vraiment de manière précise. Et donc, le fait d'avoir déjà 3 objectifs standards comme ça, ultra lumineux, dans la ligne art, plus encore un 28-70 f2.8 dans la ligne contemporary, qui là va être plus léger et plus compact pour une utilisation peut-être plus mobile, plus nomade, nous permet de couvrir absolument tous les besoins. Après, sur les nouveaux concepts, le 28-45 f1.8, l'idée de base de ce produit est d'essayer de reproduire ce qui avait été fait avec le 18-35 f1.8 APS-C qui était sorti en 2012 et qui a été un énorme succès aussi bien en photo qu'en vidéo que tous les utilisateurs connaissent. Et là, avec la prise de pouvoir, j'ai envie de dire, des appareils plein format sur le marché, le 28-45 f1.8 est entre guillemets, une reproduction de cet exploit technologique pour des appareils plein format aujourd'hui. On s'attend quand même à ce que ce produit soit principalement utilisé en vidéo. Et puis ensuite, le 28-105, là, c'est un besoin de polyvalence qui a été sans cesse communiqué auprès de nos services commerciaux et marketing. L'existence de 24-105 ou 28-105 f4 est indéniable et leur utilisation est extrêmement importante pour tous les photoreporters et également les vidéastes de reportage. Et donc là, avec ce 28-105 f2.8, on vient apporter de la luminosité supplémentaire pour des situations un petit peu difficiles, et on a eu beaucoup de retours extrêmement positifs de photoreporters, notamment de mariages, de concerts, parce que dans des situations de luminosité difficile, F4 c'est un petit peu compliqué, même si les boîtiers ont fait des progrès sur la sensibilité. Avoir une ouverture de 8 constante jusqu'à 105 peut aider les photographes à réaliser de plus belles images. Bien sûr, un 28-105 sera bien plus compact qu'un 24-105 et bien plus léger. Nous, notre parti pris était vraiment d'avoir le produit le plus polyvalent possible. L'une des gageurs qui a été demandé aux ingénieurs, c'était de rester en dessous du kilo. Et donc, on a ici un objectif qui pèse 995 grammes, ce qui est, il faut se rappeler, plus léger que la plupart des 24-70 f2.8 de l'heure des réflexes. Donc, on a quelque chose de relativement confortable à utiliser, mais avec une polyvalence accrue. Bon, sur le papier, un 28-105 mm f2.8, ça a l'air très cool, mais dans les faits, Damien, est-ce que c'est aussi cool que ça? Oui, non, j'ai adoré utiliser cette optique-là. Franchement, c'est un bonheur, notamment en vidéo. Moi, c'est vrai que c'est des optiques où je trouve qu'en vidéo, ça donne un petit supplément. On a moins la possibilité de pouvoir recadrer après coup en vidéo. Et cette polyvalence-là, moi, j'ai fait. Et je trouve qu'en vidéo, j'ai peu l'occasion, moi, d'utiliser des ouvertures plus grandes que 2.8. 2.8, je trouve que ça me va très bien, moi, en vidéo. Et je fais tout avec une optique comme ça. Donc, non, vraiment une belle optique, ouais. Ouais, moi, côté photo, j'attendrais Un quand prix même. contenu, hein. Ouais, pour ce que c'est, un prix contenu, t'as raison. Mais c'est souvent le cas chez Sigma, d'ailleurs, avec tout ce qui sort. J'aimerais bien quand même qu'ils refassent leur traditionnel 24-105 f4. Qui Moi, était en j'aurais peut-être réflexe. commencé par ça. Ouais, mais pourquoi pas? Enfin, là, c'est assez disruptif ce qu'ils ont fait. Et en s'adressant aux vidéastes, c'est plutôt séduisant. Et vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont annoncé, je ne sais pas s'ils ont annoncé, ils ont montré en tout cas un prototype il y a quelques semaines de leur 28-45 mm f1.8 constant. Moi là, celui-là me fait beaucoup d'œil, avec une déclinaison vidéo cinéma dotée d'un système autofocus. Il ne faut pas oublier que Sigma développe aussi toutes ces optiques dans l'univers du cinéma. Ouais, non, mais Sigma, ils sont un peu comme les autres. Ils sont arrivés à un point où ça y est, ils font des GM2, enfin des GM2. Ils font des deuxième générations d'objectifs importants. Et ils arrivent maintenant à avoir probablement du temps pour les ingénieurs pour développer des optiques qu'ils n'avaient pas en catalogue. Et donc, s'adresser aussi au ciné. Je pense que la vidéo, aujourd'hui, c'est quasiment 50% de pourquoi quelqu'un achète un boîtier.
Et c'est important pour une marque comme Sigma d'être présent aussi dans cette gamme-là, quoi. Il y avait une optique qui était extrêmement attendue chez Sigma qui faisait défaut, c'est le 70-200 mm f2.8, maillon manquant de la sainte trinité des zooms polyvalents. Damien, tu as pu tester un peu ce nouveau zoom. Est-ce qu'il est à la hauteur des espérances qu'on avait dessus? Oui, oui, parfaitement, hein. C'est une optique qu'ils savent faire et qui est en zoom interne. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, Canon a essayé le zoom externe sur le 70-200. J'ai l'impression que beaucoup, finalement, notamment chez les amateurs expérimentés, chez les pros, lui reprochent. Donc, on a l'impression d'ailleurs qu'il travaille sur un zoom interne. Mais pour revenir sur Sigma, ouais, non, c'est une super optique où il n'y a aucun défaut, en fait. C'est le piqué tel qu'ils savent faire en gamme Art, un super moteur autofocus. Après, moi, je reste, pour digresser un peu, je reste un peu frustré que Sony, notamment, a tendance à limiter Sigma et Tamron, enfin toutes les marques tierces. C'est-à-dire qu'on va pas avoir la possibilité de faire des rafales de plus de 15 images par seconde et compagnie. Je trouve un peu dommage de brider Sigma, en fait, et j'aimerais bien qu'ils leur laissent plus de champ libre, quoi. Hmm. Et en tout cas, on parle de Sigma, on parle d'optique évidemment, mais on oublierait presque qu'ils font des boîtiers, hein. Il y a le FP, il y a le FPL, bon, qui sont plus confidentiels, mais on parle plus du tout du projet de boîtier à capteur Foveon plein format. Est-ce que toi, tu as des sons de cloche là-dessus, Damien? Ou... Bon, j'imagine au cours du salon de la photo, on pourra à nouveau en discuter, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui a l'air difficile à mettre en œuvre. En tout cas, ils ont changé peut-être de stratégie là-dessus. Alors le Foveon, non, pas du tout. J'ai vu qu'il y avait une journée spéciale là, au mois d'octobre autour du FP. Donc peut-être qu'ils vont avoir de l'actualité sur le FP. Mais il y avait eu des rumeurs à un moment donné cette année. C'est quand même fou que la monture L n'ait pas de... Ils font des... Sigma fait des optiques APS-C pour la monture L et il n'y a pas de boîtier APS-C en monture L. À un moment donné, il y avait des rumeurs qui disaient que peut-être que Sigma allait s'en occuper. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir cette année parce que je pense qu'ils ont une carte à jouer. On parle de DJI quand même en monture L, éventuellement. Est-ce que ça peut être ça la surprise? Peut-être. Je sais pas. J'espère. Allez, pour terminer, on passe à l'incontournable Sony, pionnier des hybrides 24-36 mm et qui a proposé cette année une véritable révolution technologique avec son nouveau A9 III, un appareil taillé pour le sport dont la sortie a parfaitement coïncidé avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous nous sommes entretenus avec Fabrice Abuaf de Sony France et lui avons demandé quel était finalement le flagship de Sony. Ce nouveau Alpha 9 Mark III ou l'A1, lancé déjà, je vous le rappelle, en janvier 2021. Sony est vraiment au cœur de l'innovation depuis sa création, en photo comme en vidéo. Et chaque innovation est une rupture technologique. Et Sony en a fait beaucoup. Et ces ruptures technologiques impliquent souvent une désorganisation de l'existant. À un moment donné, on ne change pas de technologie sans, à un moment donné, sortir le premier. Et puis après, les choses glissent et puis on a des changements complètement de gamme. C'est comme une sorte de grand virage. Donc effectivement, dans les flagships, je vais détourner un peu la question parce que l'Alpha 7 IV, d'une certaine façon, c'est notre flagship best-seller qui a pris la suite de l'Alpha 7 III. L'Alpha 7 R5 à 60 millions de pixels, c'est notre flagship meilleure définition, qui est un capteur d'ailleurs que beaucoup d'autres appareils reprennent. L'Alpha One, alors je ne vais pas reprendre toute l'histoire des capteurs stack, mais c'est le premier, même si effectivement il date de quelques années, qui a 50 millions de pixels et qui ouvre la porte des capteurs empilés, stack, qui permettent donc des performances colossales en sport, en silence, en non-déformation, 30 images par seconde, un silence absolu. Et ça, c'est clair que les photographes, nous, c'est aussi l'écho qu'on en a, une fois qu'ils ont goûté à l'Alpha One, c'est quand même compliqué de revenir sur un appareil conventionnel. Et puis, effectivement, depuis très récemment, il y a l'Alpha 9 III, avec encore une rupture technologique importante, puisque c'est le premier capteur global shutter. Alors, Sony n'en est pas à son premier capteur global shutter, puisqu'il y en a à peu près une quinzaine dans le domaine industriel, mais celui-là, il est fait vraiment pour la photo. Donc, c'est encore une grosse rupture technologique. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, l'Alpha 9 III est aussi notre flagship, l'Alpha One est aussi notre flagship, mais sur des usages quand même un peu différents. L'Alpha 9 III propose des caractéristiques de vitesse incroyables, sans restriction sur le flux de données, sur le workflow. 120 images par seconde en RAW
RAW plus JPEG, avec le suivi AF, avec le pré-capture à 120 images par seconde. C'est vraiment un appareil ultime à la pointe de tout ce qui se fait de mieux en 24 millions de pixels pour tout ce qui est sport, tout ce qui est photographie de vitesse, photographie dans des conditions très particulières. Et donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que l'Alpha One et l'Alpha 9.3 se complètent complètement. Donc, l'innovation ne doit jamais s'arrêter. Et elle est forcément en train de bousculer les habitudes et de proposer de nouvelles possibilités aux photographes et aux photographes aussi de s'approprier toutes ces possibilités pour pouvoir continuer à faire des photos de plus en plus extraordinaires. Bon, on va pas se mentir, hein, le segment des flagships chez tous les constructeurs a quand même été un peu chamboulé. C'est pas facile de s'y retrouver. Par exemple, le Z8, à certains égards, est quand même un peu plus séduisant que le Z9. On a parlé du R1 face au R3, l'Alpha 9.3 par rapport au A1. Bon, la question, Damien. Selon toi, cet Alpha 9.3, est-ce que c'est le meilleur boîtier sport qui ait jamais été existé fait de la Terre entière? Ouais, c'est toujours une question effectivement délicate. On voit avec Fabrice, hein, même la définition de ce que c'est un flagship, c'est pas toujours évident. La 9.3, écoute, moi, c'est un boîtier que j'ai énormément utilisé puisque je le possède et que c'est le boîtier finalement que j'utilise le plus puisque c'est avec lui que je tourne la majorité de mes vidéos et compagnie. Moi, pour moi, effectivement, il a été probablement mal marketé, je pense. C'est-à-dire que en faire un successeur alors que c'est probablement une nouvelle génération de produits, tu vois, c'est pas le successeur de la 9.2. La 9.2, c'était un boîtier, je crois, qui était 1000 ou 1500 € moins cher que la 9.3. La 9.3 a choqué par son prix. Donc, il est parti tout de suite un peu d'un mauvais pied, je pense. Et ensuite, le global shutter, bon, bah, il y a quand même eu, il n'y a pas que des avantages, hein. Il y a le fait aussi qu'on a une montée en ISO qui est un peu moins bonne. Et je pense qu'il faut l'assumer. Et il y a eu, je pense, à ce niveau de prix-là, est-ce qu'on peut se satisfaire que de 24 millions de pixels? J'ai l'impression que les consommateurs ont répondu non à cette question-là. Qu'à ce niveau de prix-là, bah, on veut plus de mégapixels. Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'un flagship peut être un flagship à 24 millions de pixels? Je ne sais pas. On a vu Canon et Sony arriver tous les deux avec ce qu'on appelle un flagship à 24 millions de pixels. Et on a l'impression que les deux ont déçu pour des raisons différentes. Et les deux ont quand même le point commun d'avoir 24 millions de pixels. Malgré tout, 120 images par seconde, on fait des images en fait, c'est une facilité à arriver à obtenir des images, presque la garantie d'avoir des images qu'avant, on comptait un peu plus sur la chance. Ça change quand même la donne sur le terrain. La pré-capture en RAW, c'est pareil, c'est le premier boîtier Sony avec une pré-capture en RAW. Donc, quand même, on est sur quelque chose où on n'a jamais vu ça, quoi. Et certes, c'est pas parfait, mais on n'a jamais vu ça quand même. Ah, mais je te rejoins totalement sur peut-être le manque de lisibilité par rapport au nom Alpha 9. En tout cas, Fabrice, il est très habile parce que bon, bah, il répond pas exactement à la question, il noie bien le poisson. Mais c'est peut-être un successeur de l'Alpha One qui y répondra finalement. Parce qu'on verra si un Alpha One Mark II, donc hyper résolu, avec peut-être un obturateur, enfin, du global shutter, peut-être que là, on arrivera à y voir un tout petit peu plus clair. Ça rejoint un peu ce sentiment aussi de transition qu'on vit à différents niveaux sur ce marché de la photo. En tout cas, il faut faire des concessions, et ça, tu l'as dit, et je pense que peut-être que Sony devrait communiquer un petit peu plus là-dessus, notamment sur la priorité sport et les hauts ISO qui sont un petit peu plus déficients. En tout cas, plus que les autres, je trouve que c'est Sony qui est dans une période de transition. J'en attends beaucoup plus, tu vois, en 2025 sur une clarification de la gamme chez Sony que de chez Canon et Nikon, où ça me semble assez clair. Sony, tu vois, le A1 aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un Z8 et c'est l'équivalent d'un A5 Mark II, qui sont des produits à 4 500 € ou 4 700, pas à 7 000, tu vois. Donc, quand Sony doit renouveler son A1 Mark II, ils sont dans une situation pas facile, quoi. Ouais, ou alors la 7R5. Ils ont la même chose pour... Enfin, pardon de te couper, mais ouais, parce que la 7R5 est pour moi l'équivalent d'un Z8 ou R5 Mark II sur le papier. Or, aujourd'hui, effectivement, c'est le A1 qui prend ce rôle-là à un tarif nettement supérieur. Donc, c'est un peu déstabilisant, quoi. Et ils doivent jouer la carte, la maîtresse, il l'a dit, hein, le best-seller, c'est la 7.4. C'est lui probablement un des prochains à être renouvelé.
Nikon vient d'arriver avec du semi-empilé. Canon, il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir un R6. Le A7 V aussi, c'est un produit très important. Où est-ce qu'ils vont le placer, quoi? Allez, on va clore notre petite tournée des grands constructeurs sur ces mots. Énormément d'informations, de réflexions. Merci infiniment, Damien, d'avoir joué le jeu de cette analyse du marché de la photo 2024.